Il y a un conseil financier que j'aurais aimé connaître plus tôt. Il ne faut surtout pas investir en septembre. Savoir ça m'aurait évité de perdre de l'argent. Mieux, si j'avais su qu'il existait aussi des mois durant lesquels la bourse surperforme, j'aurais pu gagner plus d'argent. Croyance populaire, me direz-vous ? Peut-être pas. En effet, il semblerait qu'il existe bel et bien des bons mois pour les marchés boursiers, comme il existerait des mauvais mois à éviter. Les connaître permettrait de prédire l'orientation des marchés pour obtenir des rendements démesurés. C'est ce que j'ai donc tenté de vérifier. Je suis allé fouiller dans les analyses sur la saisonnalité des marchés afin de vous donner pour différents indices les mois favorables ou défavorables à l'investissement en bourse. En prime, je vous parlerai des 2 facteurs permettant de contrer ces effets. Du coup, on y va ? Allez, on y va. L'effet septembre, pire mois de l'année en bourse, est-il un mythe ou un phénomène bien réel ? Et la saisonnalité des marchés a-t-elle vraiment une influence sur les cours de bourse ? Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon acolyte Le Cube, un grand salut à toutes et tous. Nous allons donc vérifier s'il existe vraiment des périodes durant lesquelles il vaudrait mieux vendre ses actions et d'autres qui seraient le bon moment pour acheter. Parce que si c'était le cas, optimiser son portefeuille et ses profits deviendrait beaucoup plus simple. Ce type de réflexion est à la base du market timing, ou timing de marché, une approche de l'investissement consistant à effectuer des mouvements d'achat ou de vente sur les marchés financiers en se basant sur des méthodes prédictives. L'investisseur cherche à savoir grossièrement quand est-ce que ça va monter et quand est-ce que ça va baisser. Le but étant de bénéficier de l'intégralité des mouvements haussiers tout en se protégeant des mouvements baissiers. Même si elle est plutôt l'apanage des traders court-termistes, cette approche peut être utilisée à moyen et long terme en tenant compte d'une forme de saisonnalité des marchés, à savoir l'existence d'aberrations de résultats en fonction du moment de l'année. En d'autres termes, des bons ou des mauvais mois pour les actions. Et au sein de cette saisonnalité, on trouve l'effet septembre, c'est-à-dire le constat selon lequel ce seul mois de l'année générerait régulièrement des rendements négatifs. Et la palme du pire mois de l'année est attribuée à septembre pour mauvais rendement. À partir de là, nous allons passer en revue les cas de la France, de l'Europe et des États-Unis pour déterminer quels sont respectivement leurs pires, mais aussi leurs meilleurs mois de l'année avant de voir comment nous pourrions en tirer profit. Mais juste avant ça, si notre contenu vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner ? Enfin, ça c'est si vous comptez vraiment suivre la chaîne régulièrement, car de cette façon-là, vous ne manquerez aucun épisode. Évidemment, il serait impossible de vérifier pour chaque action existante s'il existe bel et bien une saisonnalité des marchés. La quasi-totalité des études sur le sujet s'appuie donc sur des indices boursiers. Pour rappel, un indice boursier est un indicateur chiffré qui représente la valeur d'un panier virtuel de titres financiers dont la liste est établie selon des critères définis à l'avance. Il constitue donc un indicateur clé pour mesurer la performance d'un marché, d'une zone géographique ou d'un secteur d'activité. Pour la France, la référence est le CAC 40, c'est-à-dire les 40 valeurs de sociétés françaises dont les volumes d'échange de titres sont les plus importants. L'étude choisie analyse donc la performance de cet indice entre 1950 et 2023. En gros, pour s'enrichir, il suffirait d'acheter début novembre pour vendre fin avril. A contrario, il ne faudrait pas acheter pendant la période allant de début mai à fin octobre. Et ici, la différence est très importante. L'investisseur novembre-avril réalise une performance 2 fois supérieure à l'investisseur mai-octobre. Le meilleur mois pour les actions françaises serait le mois d'avril, le pire étant effectivement le mois de septembre. Effet septembre, check. C'est clair. Mais voyons si ça se confirme au niveau des valeurs européennes avec l'indice Stoxx 600. Qui suit 600 des plus grosses capitalisations boursières de 17 pays européens.
Petite précision pour les plus avancés. Le poids de chaque composante est proportionnel à sa capitalisation boursière. Et seules les actions réellement disponibles sur les marchés financiers sont comptabilisées, ce qui peut biaiser sa composition. Si l'on se base sur les 20 dernières années, il apparaît qu'avril, octobre et décembre sont haussiers dans plus de 70% des cas, et novembre n'est pas loin derrière. En revanche, mai, juin et août tombent sous les 50%, et septembre se retrouve bon dernier car il enregistre les plus fortes baisses sur la période. Effet septembre, double check. Nous avons donc notre saisonnalité des marchés pour la zone européenne et la France. Donc parfait si vous investissez en PEA. Mais en est-il de même pour une zone d'investissement beaucoup plus large? Donc, dirigeons-nous vers les États-Unis en commençant par le plus vieil indice du monde, le Dow Jones. De son vrai nom, Dow Jones Industrial Average, il est l'indice phare de la bourse de New York et repose sur la capitalisation boursière de 30 des plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Et pour l'anecdote, il a été créé en 1896 par Charles Dow et Edward Jones, deux journalistes financiers. Dans son cas, le mois générant le plus de rentabilité est celui d'avril. Pour autant, d'autres études sur des périodes de temps différentes proposent soit le mois de novembre, soit celui de juillet, ou encore décembre, comme celui remportant la palme du rendement. Mais dans tous les cas, septembre reste le plus défavorable. L'effet septembre serait donc encore confirmé. Eh bien, oui. D'ailleurs, c'est loin d'être fini, car si on se réfère au S&P 500, qui lui se base sur les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, on retrouve encore notre mois de septembre. Avec février, mais qui reste loin derrière, c'est l'un des seuls mois ayant une rentabilité négative. Et encore une fois, la période d'octobre-novembre à mars-avril est celle qui offre les retours les plus importants, alors qu'à contrario, celle de mai à octobre propose les retours les moins importants. Étonnamment, un adage boursier résume très bien cet état de fait. Sell in May and go away. Vends en mai et barre-toi, quoi. C'est un peu ça, oui. Sauf que même avec ces informations, cela ne veut pas dire que toutes les sociétés vont suivre ces saisonnalités, ni toutes les années ce schéma. Alors, comment peut-on quand même l'utiliser à notre avantage ? Honnêtement, avant de faire cette vidéo, je pensais que la saisonnalité des marchés était un mythe de la finance. Un peu comme la question des premiers 100 000 euros. Or, cette saisonnalité existe bel et bien. Du coup, on fait comment ? On vend tout en avril et on rachète tout en septembre ? Ah, si tout était aussi simple. En réalité, peut-être pas. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ne rester investi que durant les périodes hautes des marchés permet de capturer la plus grande partie de la performance, mais pas sa totalité, qui se fait, elle, sur l'année entière. Donc, en gros, le buy and hold rapporte plus sur le long terme. Exactement. Une étude d'Investech Research montre que sur 50 ans, on accumule 97% de cette performance, pas 100%. Ce n'est donc pas une stratégie pour gagner plus. Et c'est sans compter les dividendes non perçus durant les périodes où l'on n'est pas sur les marchés, ainsi que les frais de transaction. Ah oui, car effectuer vente puis rachat chaque année va nous coûter de l'argent. C'est ça. Donc une stratégie de saisonnalité n'a de sens que si on utilise l'argent ailleurs. Par exemple, pour aller capturer de la performance sur d'autres marchés dont la saisonnalité serait différente de celle de la bourse. Ce qui va demander d'être très compétent dans de multiples domaines, en plus d'être extrêmement chronophage. De plus, toutes les études et analyses se font sur la base d'indices boursiers et non d'actions individuelles. Or, cette saisonnalité ne va pas forcément se retrouver pour chaque entreprise, ni dans chaque secteur, et pas forcément chaque année d'ailleurs. Ce qui rend cette stratégie très compliquée à mettre en œuvre, du moins pour un investisseur individuel. Du coup, on oublie et on laisse tomber alors ? Eh bien, pas forcément. Bon, déjà, ça montre encore une fois que la stratégie long terme reste la plus performante. Donc la conservation des titres
et l'investissement long terme permettent de contrer les effets de la saisonnalité. Ensuite, nous savons maintenant que le marché évolue en alternant de façon assez régulière des phases de hausse et de baisse dont on connaît maintenant les périodes annuelles. Ce qui peut nous permettre d'anticiper nos achats et nos ventes, c'est ça? C'est ça. Si l'on envisage de vendre certains titres mais que l'on n'est pas pressé par le temps, alors peut-être vaut-il mieux attendre la période haute pour vendre au mieux. A contrario, pour acheter certains titres, et hors opportunité bien sûr, on peut accumuler des liquidités avant d'envisager d'acheter durant la période basse. De cette façon-là, on pourra alors maximiser nos achats et nos ventes. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre en place une stratégie précise pour la vente de vos actifs, je vous conseille cette vidéo qui répondra à toutes les questions que vous vous posez. Alors, n'hésitez pas à la regarder. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. À partir de là, on peut se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. La saisonnalité, c'est un peu l'inverse de la vie quotidienne. Je sens que la palme de la pire blague va être attribuée. Alors vas-y. Eh bien, en hiver, les investisseurs rêvent, et en été, ils sont confrontés à la réalité. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas.